Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Ça fait débat. On revient encore sur cette thématique. Eh bien, la Constitution, le changement, la révision, on en parle encore aujourd'hui, c'est vrai. Et si hier, porté par l'UDPS, la question de la révision, du changement de la Constitution, le chef de l'État a ouvert cette possibilité pour parler du changement carrément de la Constitution. Et de là, des voix se lèvent. Si hier, c'était le sursaut national avec Délice Sanga et les autres membres, mais aussi quelques membres de la société civile. Aujourd'hui, on voit également le FCC ensemble et SIDE qui se lèvent pour dire barrer la route à cette initiative. Justement, l'opposition va-t-elle faire le poids pour ne pas permettre le changement ou la révision de la Constitution? Et face à cela, l'UDPS semble être seule jusqu'à présent dans ce jeu. Oui, le silence de ses alliés au sein de l'Union sacrée inquiète également. Et politiquement, qu'est-ce que cela veut dire? On en parle aujourd'hui avec des invités. Nous avons M. Donald Kabasele, cadre au sein de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame, surtout de votre invitation. Je profite de votre micro pour saluer le millier de téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Donc nous sommes là pour effectivement donner aussi notre voix aux analyses sur ces questions qui sont très cruciales pour notre pays. Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, bonjour et bienvenue à vous, membres de la société civile. Merci beaucoup, Maman Arlette. Je suis très ravi, surtout quand je vois mon frère et ami Donald Kabasele. Je sais que je l'ai toujours dit que je sais quand est-ce que l'UDPS tient sur certaines choses. Et quand on décide qu'il puisse le déployer dans les médias, il faut prendre des choses au sérieux. Nous avons également monsieur Innocent Kadieta, juriste. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Je salue monsieur Mouchagaloussa. Ça fait très longtemps qu'on a débattu sur... Toujours ça fait débat avec Mathieu. Hein? Avec Mathieu, c'est... Exactement. Tout à fait. Avec Mathieu Kamara. Je pense que c'est de la bonne guerre. C'est de la bonne guerre. D'heureuse mémoire. Oui, d'heureuse mémoire, effectivement. Oui. C'est de la bonne guerre. Vous savez que le changement d'une constitution vaut opinion publique. C'est très important. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous, mais disons-le, oui, on va commencer par ce coup de gueule, la question des embouteillages à Kinshasa. Alors que des mesures ont été prises pour tenter de dégager tant soit peu la circulation, en lieu et place de le faire, la situation ne fait que s'empirer. Et devant nous, le mois de décembre, vous le savez, qui est un mois qui est assez mouvementé avec les festivités, on se dit finalement, est-ce qu'on y arrivera? Parce que moi, personnellement, ça fait 2 jours déjà que je laisse le véhicule pour venir jusqu'au bureau en moto. Ça veut dire que c'est un réel problème en plein centre-ville et la situation ne semble pas être résolue. On commence par vous, monsieur Innocent. Oui, effectivement, madame, je l'ai réfléchi aussi personnellement. Je pense que c'est la moindre des choses que le gouvernement provincial pouvait réaliser le plus vite possible un problème du mécanisme des régulations routières. Donc ça ne vaut même pas le Parlement, ça ne vaut même pas l'interpellation du président de la République. Donc là, vraiment, je suis très franc pour acquiser directement le gouvernement provincial. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'équipe qui a réfléchi pour mettre ces mécanismes en place, soi-disant le sens unique, privant les autres la vie de circulation, ce qui n'est pas du tout adéquate. Elle ne donnerait jamais un résultat. Puisque ici, ça ne s'agit pas d'une coloration politique pour que nous parlions de circulation. La circulation, c'est un droit de liberté de tout un chacun de nous. L'État a l'obligation de garantir la bonne circulation entre les piétons ainsi que ceux-là qui roulent dans des routes bien régulées par la loi. Donc, le gouvernement provincial ainsi qu'avec la commission qui a piloté notamment soi-disant les mesures palliatives à contrario ce qui est prévu par le code routier. Donc ils doivent nécessairement le réfléchir autrement. Ça fait de cela un mois et demi, ça ne donne aucun résultat escompté. Lorsque vous dites que c'est seulement la grande route des boulevards, boulevard n'est pas seulement Kinshasa. Nous avons d'autres routes. Il faut voir à l'intérieur de Kinshasa. Puisque lorsque vous êtes en train d'ouvrir la voie à des principaux, en bouchant ceux-là qui sont à l'intérieur, vous n'avez rien fait. Donc moi, je peux conseiller au gouvernement, tout simplement, il faut soit laisser
les dispositifs policiers qu'ils ont pris, concentrés sur ces mécanismes, mais retourner la circulation tel que ça a toujours été normal. Et cette fois-là, étudier un renforcement des capacités de régulation avec le même dispositif policier et mettre un peu de mesures dissuasives qui permettraient à ce que ces dernières, sur le plan civique, reviennent quand même de bon sens. Mais pour voir un peu ça. Monsieur Cavassel, on le voit quand, par exemple, le président de la République devra se déplacer pour aller à l'aéroport. On voit qu'il y a un déploiement, il y a tout un dispositif qui ne permet même pas ce qu'il y a embouteillage. Il n'y a pas de changement du code routier, mais plus ou moins un déploiement qui signale qu'il faudrait laisser la chaussée. Et on voit très souvent que toute cette journée, il n'y a pas d'embouteillage finalement. Est-ce que c'est un problème de déploiement, comme le dit M. Innocent, ou un problème de traquet, de civisme routier quand même? Bon, il y a un peu de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand le président de la République se déplace, effectivement, on trouve que le service soumis à sa sécurité se déploie de la manière la plus gigantesque et cela permet quand même qu'il y ait une libre circulation. Mais ici, il faut dire que la politique telle qu'elle a été réfléchie par la police, ensemble avec ceux-là qui s'intéressent au transport, vraiment, cette politique n'a rien produit. Ça, c'est sincère, c'est franc. Et il faut seulement circuler sur la ville pour vous rendre compte que aujourd'hui, la situation, elle est intenable. Parce que non seulement qu'il y a un déploiement, il y a aussi les tracasseries par-ci, par-là, mais au moins, on a changé un peu les règles du code de la route. Exactement. On vous dit, ben écoute, ça c'était... on va dire un sens normal, c'est devenu un sens unique. Alors qu'il n'y a pas de panneaux de signalisation. Combien de temps les gens doivent prendre pour assimiler tout ça et commencer? Moi, j'étais d'ailleurs surpris, j'étais sur une bande, je pensais être dans une bonne direction. J'ai curieusement vu qu'il y avait des gens devant moi qui venaient et qui me reprochaient le fait que je n'ai rien compris de la règle qui avait été édictée. Donc c'était... moi, je pense que c'est ici l'occasion d'interpeller les gouverneurs de la ville. On doit le sentir présent, surtout dans une situation comme celle-ci. On approche de fêtes, on approche de festivités. C'est quand la situation de Kinshasa est encore beaucoup plus bouillante. Et la police, on va dire au niveau provincial, même au niveau national, doivent vraiment prendre cette question au sérieux pour la résoudre le plus tôt. Parce que maintenant, la situation elle est intenable. On ne peut pas se cacher de face. C'est la réalité. Nous sommes sur Kinshasa. Sur le boulevard du 30 juin, n'en parlons pas. Les routes secondaires, c'est un fiasco. Donc, c'est une question qui doit être récupérée rapidement pour qu'effectivement ça soulage. Sinon, je pense qu'à l'approche des festivités, ça sera encore beaucoup plus pire que ça ne l'est maintenant. Aujourd'hui, justement, cette situation qui est expliquée avec la radio, par exemple, M. Moussa Galoucha, on voit que les mesures ont été données via des communiqués. Alors que le langage routier, ce sont des cônes, des panneaux de signalisation. Alors, je me pose la question aujourd'hui. Si quelqu'un vient de l'étranger, il arrive aujourd'hui à Kinshasa, il doit circuler. Il va le faire comment? Est-ce que vous allez lui reprocher le fait qu'il ne connaît pas le communiqué datant d'il y a un mois? Non, un communiqué verbal qui est passé à la radio et à la télé? Je pense que nous convergeons tous sur un même élément, le fait que les mesures qui ont été prises à la vague, ont été prises sans avoir fait un test, sans avoir réalisé même des simulations. Merci, donc on a réfléchi dans le même sens. Et donc il est clair que les gouverneurs de la ville de Kinshasa, on ne les sent pas. Et je pense que l'IDPS, je crois qu'il est de l'IDPS, devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour tirer les conséquences de leur choix d'avoir mis quelqu'un à la tête de la province qui n'avait aucune politique en termes de... Il a été élu par les députés, M. Mouchagal. Oui, élu par les députés sur injonction, on connaît comment ça s'est fait. Donald ne va pas me contredire. Donc l'IDPS avait fait un choix qui a été entériné par l'IDPS, et donc il faut tirer des conséquences de ça. C'est ça le problème, on a un gouverneur qui n'avait aucune politique, qu'on a mis seulement là pour répondre aux besoins et aux plaisirs de ceux qui l'ont désigné pour être gouverneur par défi, mais il n'a pas présenté une politique dans chaque secteur, qu'est-ce qu'il devra faire. Et cette mesure n'a pas été présentée bien avant dans sa politique qu'il a présentée au niveau du gouvernement provincial pour se faire élire. Il faut assumer, c'est un échec effectivement. Et malheureusement, on ne réfléchit pas sur les conséquences. Vous imaginez, madame, comment est-ce qu'on expose les gens?
vous êtes une maman, vous laissez le véhicule à la maison, on vous expose déjà à des que Dieu me pardonne, je n'ai pas utilisé les termes que j'allais utiliser, mais il y a déjà qu'on commence à exposer à des accidents tout simplement parce qu'ils doivent prendre les motos, ils ne sont pas habitués à prendre les motos, et ça pose un problème. Mais également, il y a une conséquence plutôt sur la rentabilité, sur le rendement du travail. Vous devez arriver au travail à 8h30, plus tard 9h, mais vous êtes obligé d'arriver à 10h. Et à 11h, et quand vous rentrez à la maison, vous n'avez plus le temps même de vérifier les devoirs des enfants. Tout ça sont des conséquences, des répercussions négatives. Malheureusement, comme nous sommes au Congo et surtout en RDC, on n'arrive pas à évaluer les répercussions négatives de toutes ces mesures et sur le plan éducationnel, et sur le plan familial, et sur le plan professionnel, et même sur le plan économique. Vous imaginez pour quitter Kitambo Magasin aujourd'hui, arriver à la place royale, vous devez débourser 10 000 francs congolais sur la moto. Ce n'est pas du hasard, c'est vrai. Donc 10 000 francs Kitambo Magasin. Et vous devez faire ça pendant 24 jours du mois. Ça vous fait 240 000 francs que vous n'avez pas prévu. C'est une conséquence négative de la mauvaise politique du gouverneur. Fort heureusement, il faut saluer quand même les commandants provinciaux de la police, le général Kilimbalimba, avec la mesure qu'il a prise, une mesure courageuse d'interdire à la police de roulage de pouvoir arrêter, de pouvoir extorquer les gens, de pouvoir demander encore. Donc au moins ça a équilibré. Si le commandant provincial de la police, le général Kilimbalimba, n'avait pas pris cette mesure pour interdire à la police de roulage d'abandonner leur mauvais comportement, ça allait encore être grave. Imaginez, vous êtes au volant et qu'un policier vienne encore vous extorquer, vous arrêter dans cet embouteillage. Vous imaginez ce que ça allait faire. Et donc, d'une part, il faut interpeller les gouverneurs de province, il s'appelle Monsieur Daniel Bumba. En tout cas, il faut qu'ils prennent ça au sérieux. Mais d'autre part, il faut encourager les commandants provinciaux de la ville, le général Kilimbalimba. Vous voyez, cette mesure a permis quand même de pouvoir alléger d'une manière ou d'une autre ce qui pouvait y avoir comme embouteillage en termes de bouchons dans des points saillants, dans des points chauds, tels qu'ici, au croisement de Sabena, à la poste, nous savons là où les policiers font des bêtises. Et donc, c'est grave, il faut qu'on puisse revoir cette mesure. Monsieur Olivier Sambaï, bonjour. Oui, le cercle axiologique va bien? Magnifiquement bien. Quoique l'on ne soit pas dans une posture confortable où on propose, on joue notre partition, malheureusement, l'autorité politique ne suit pas. Je suis heureux d'être ici parce que c'est une semaine philosophique. Hier, le troisième jeudi du mois de novembre, le monde entier a célébré la journée mondiale de la philosophie, telle qu'instituée par l'UNESCO pour réveiller les nations qui oublient la philosophie. Parce que la philosophie oriente l'action, la philosophie éveille les consciences et la philosophie permet à ce que l'on puisse faire des analyses approfondies pour prendre des bonnes décisions comme le cas de la circulation à Kinshasa. La philosophie voudrait qu'on analyse froidement la question de façon approfondie avant de faire des propositions pour trouver une solution. Parce qu'on a compris que les soucis de l'autorité politique, c'est d'alléger la circulation. Parce que la population s'est beaucoup plus plainte du fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages, il y a difficulté de circulation. Mais pour prendre la décision, l'analyse a été, à mon sens, très mal faite. Le diagnostic n'a pas été efficace et avec des très mauvaises conclusions. Alors que la situation devait partir sur 3 points. Fondamentalement, premièrement, la réhabilitation des routes. Parce qu'avant de prendre cette mesure ne devait même pas être prise en principe. Parce qu'il fallait commencer d'abord par réhabiliter des routes. La plupart des routes à Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. Nous prenons la route poids lourd, la route de l'avenue du tourisme, presque toutes les voies de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. La première des choses devait partir d'abord par la réhabilitation. Deuxième des choses, la régulation. Les routes ne sont même pas régulées. Je ne connais même pas un carrefour où les faits de signalisation sont respectés à la lettre à Kinshasa. Ça n'existait pas. Quelle que soit l'heure, à minuit, matin, ou quand c'est rouge, quand c'est vert, c'est vert. Ça n'existait pas. Les routes ne sont pas régulées. Ça, c'est un problème diachronique. Donc, ça ne commence pas aujourd'hui. Troisièmement, c'est l'autoritarisme. L'autorité de l'État, on ne le sent pas lorsqu'il s'agit de la circulation routière. Ce qui vaut à dire que la réhabilitation des routes devait d'abord prévaloir. Ensuite, nous avons
la régulation, qu'on puisse bien calculer aussi, parce qu'à un certain moment, on met les panneaux de signalisation, mais on calcule mal le temps entre rouge et vert, et ça crée des embouteillages. Et enfin, l'autorité, nous voyons tous quand il y a garde républicaine qui incarne l'autorité, il n'y a pas d'embouteillage, tout le monde s'aligne. Mais pourquoi pas avec la police, ça peut aussi être le cas. Quand on voit un policier de circulation routière, que tout le monde s'aligne, c'est aussi ça. Parce qu'on peut beau parler de la mentalité des chauffeurs, mais qui a le monopole de la coercition? C'est l'État, parce que l'homme est naturellement grégaire, il faut l'éduquer, il faut l'orienter. Mais l'exemple, il est clair. On l'a dit ici, quand il y a le déploiement de l'armée, même au niveau du croisement en lancé du camp Kokolo. Quand c'est les militaires, les PM qui sont là pour réguler, c'est autrement, et quand c'est la police, c'est aussi différemment. Si je vais décortiquer un peu, puisque si j'ai constaté la stratégie mise en place, il y a les coins qui ont une spécificité des services de sécurité. Il y a les contrées où on trouve le camp PEM, on les charge par exemple, et d'intervenir d'une façon palliative pour essayer un peu de réguler. Il y a toujours la différence, telle qu'il est dit là, j'appuie sur ces contextes, il y a une petite légèreté dans l'agissement de la police routière elle-même. Donc on doit nécessairement procéder à un renforcement des capacités dans le contexte de la surveillance routière avec des agents spécialisés. Ça, c'est un acquis. Deuxième chose, aussi la réhabilitation des voies urbaines. C'est très important. Vous savez, à un certain moment, vers la fin, celui qui était parti, le gouverneur là, il pensait déjà à réhabiliter des routes secondaires. Vous voyez. Quand vous remarquez d'une façon générale, la République démocratique du Congo, son développement réside dans l'accessibilité, c'est-à-dire la voie, la communication et la voie de communication, ainsi que les routes. Le jour où peut-être ils vont réussir cette politique de transport, je pense qu'il y aura plus de rapprochements dans le contexte de développement. Ça, c'est la première chose. En particulier pour ne pas se dévier avec les idées du confrère. Donc, les régulateurs urbains doivent nécessairement mettre un mécanisme très accéléré dans un contexte de vouloir stabiliser le contexte routier pour qu'on ne vive pas cette situation. Donc, le problème de l'embouteillage ne réside pas a fortiori sur le civisme qui, c'est une simple stratégie qui peut être procédée par la sensibilisation. D'accord, on doit sensibiliser, voir qui a le permis de conduire. Ça fait 4 ans. Et les chauffeurs n'ont pas de permis de conduire. L'État n'est pas capable d'imprimer le permis de conduire. On ne sait pas pourquoi. Deuxième chose, la procédure elle-même de l'acquisition de ces permis de conduire. Quand vous regardez dans la loi routière, on prévoit quand même la petite formation intégrant les chauffeurs au respect strict du code de la route. Chose dont vous allez voir les indicateurs sont très en baisse. Et ce qui crée ces flux-là très négatifs sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Il y a des enclavements de Kinshasa aussi par rapport à la politique urbanistique qui n'est pas adéquate, qui n'est pas adaptée à la vision technologique actuelle d'aujourd'hui, sur lesquelles le gouvernement pouvait se pencher afin de relaxer un peu certaines voies. Alors on va donc fermer, il y a un tas d'observations que nous pouvons prélever pour aider les... Et nous espérons que les autorités de Kinshasa ont reçu le message, question de dégager... Non, ils ont l'obligation intellectuelle et scientifique. La libre circulation des citoyens et des biens. Mais ces stratégies doivent être suspendues. S'ils nous écoutent, ils doivent les suspendre, retourner encore sur le cadre de concertation pour y réfléchir encore autrement. Ouais, un peu ça. Les moyens qu'ils déploient pour renforcer l'équipe là, ils peuvent prendre ces moyens-là, commencer à réparer... Regardez Kassavubu. On ferme monsieur Innocent, on aura le temps de revenir sur cette thématique spécialement. Aujourd'hui, on revient sur la question de la Constitution. Oui, révision. Encore et toujours. Encore et toujours. Alors que hier, on le disait, c'était seulement, M. Kabassé le disait que c'était seulement une réflexion. On voit que la réflexion a pris corps aujourd'hui et a été portée par l'UDPS, mais aussi par le président de la République, ce qui a, du coup, permis ce passage en force de l'opposition aujourd'hui qui se dit barrer la route au président de la République, mais également à l'UDPS. Monsieur Kabassé. Ouais. Merci, madame. Sur cette question, notre opposition, encore qu'elle est faible, on sait qu'elle n'est pas prête à aller loin avec sa logique, mais cette opposition a exposé au grand jour qu'elle n'a pas d'argument pouvant rencontrer
ceux du président de la République. L'opposition n'a pas pu démontrer avec un seul article que le changement est proscrit. On ne peut pas changer des constitutions. Ils n'ont pas sorti un seul article. Et d'ailleurs, comme on a l'expert Moucha Galouche à côté, je pense qu'il nous donnera un article de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Madame, cet article n'existe pas. Cet article n'existe pas. Ils se sont recroquevillés sur l'article 220, où ils disent, écoute, les dispositions prévues aux articles 220 ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Oui, là on parle de la révision. Voyez-vous? Mais ils ont oublié qu'il y a d'autres dispositions qui donnent beaucoup de pouvoir au peuple, qui est capable de tout et de rien. J'ai cité l'article 5 de notre Constitution, qui dit expressis verbis que toute la souveraineté nationale revient au peuple. C'est de ce peuple-là qu'émane tout pouvoir. Et ce peuple s'exprime de deux manières, soit par voie référendaire ou soit par le biais de ses représentants. Ce que notre opposition a oublié, c'est que c'était, on va dire, un collège, un groupuscule de 20 personnes qui revendiquent être la population, et ça c'était gravissimé. Comment 20 personnes pris, chacun individuellement, vous savez qu'ils ne sont pas forts, mais ils disent que c'est le point de vue de la population. Alors que nous avons une population estimée à plus de 100 millions de Congolais. On se pose des questions. À quel moment, je dis bien, à quel moment l'opposition a eu à poser la question à la population pour savoir si la population est pour ou contre, soit la révision, soit les changements. Mais est-ce que ce contexte finalement n'est pas le même? C'est juste qu'on a inversé le rôle aujourd'hui. Ouais. Le contexte, il est le même. Si hier vous vous revendiquez, aujourd'hui c'est les autres qui revendiquent. Ouais. Mais dans le contexte, c'est toujours le contexte de la Constitution. Qu'est-ce qui a changé dans ce contexte? Vous voulez nous rappeler l'histoire, madame? Je l'ai toujours dit qu'en 2005, nous, IDPS, j'insiste, nous, IDPS, notre secrétaire général, Augustin Kabouya l'a si bien dit, d'ailleurs, je le salue là où il est, nous avons boycotté les référendums. Qui ne comprennent pas ça? On a refusé la constitution du 18 février 2006. On a refusé cette constitution. On a battu campagne ensemble avec l'Église catholique pour demander au peuple de ne pas voter oui pour cette constitution. Alors madame, si aujourd'hui on revient à la Chambre, est-ce qu'on n'est pas logique avec nous-mêmes? On vous dit qu'il y a les articles 217 qui posent problème, qui prônent l'abandon partiel de la souveraineté. On commence à expliquer, non, la souveraineté là, ça ne veut pas dire céder un territoire. Ça ne veut... Mais pourquoi on doit avoir des articles qui prêtent à confusion dans notre constitution? Ces articles-là, on a fait ressortir la constitution de Mobutu, du Zaïre. Le même non, mais écoute, madame, la question de la souveraineté aujourd'hui. Par exemple, je vais vous dire un truc. Si nous avons vécu plusieurs cycles d'insécurité, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir en tant qu'humain et se dire, il y a des choses que nous ne devons pas afficher dans notre constitution? Est-ce que c'est sorcier de réfléchir? Mais c'est aussi, c'est pas aussi honnête de dire que c'est seulement dans la Constitution de 2006. Il faudrait qu'il y en a une avant. Donc ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention du régime Kabila. Pas du tout. S'il vous plaît, le régime Kabila est beaucoup lié avec l'insécurité que nous vivons actuellement, parce que comme vous le savez, le grand allié de Joseph Kabila se retrouve aujourd'hui dans l'AFC de Corneille Nangaa. Ça se démontre clairement que le proche, je dis bien le plus proche de Joseph Kabila, c'est ceux qui tiennent aujourd'hui l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que le dire, ce n'est pas la vérité? Alors, ces gens, ils sont en train de créer une rébellion. Quel rapport avec l'article en question? Non, mais parce que c'est vous qui l'évoquez. Vous évoquez est-ce que c'est Joseph Kabila? Est-ce que c'est l'ancien régime? Par rapport à la question de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi, madame, il n'y a pas que cet article. Nous vous avons dit qu'en 2005, par exemple, nous n'étions pas d'accord avec, on va dire, l'orientation qu'on avait prise sur la nationalité congolaise. Aujourd'hui, tout le monde est hypocrite. Beaucoup de politiciens sur les 100%, 90% de ces politiciens ont deux nationalités.
ils se cachent. Beaucoup de Congolais ont d'autres nationalités, mais ne savent pas, on va dire, recouvrer la nationalité congolaise. Est-ce que si on met cette question sur la table, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat? Nous disons que la forme républicaine qui a été donnée à notre peuple, à notre pays, eh ben, ce n'est pas la forme républicaine qui fasse la paix. Les régimes politiques tels qu'il a été décidé, ce sont des questions sur lesquelles on veut qu'on nous rencontre, qu'on nous dise que ce que vous dites là est faux, voilà la vérité. D'ailleurs, la preuve que cette constitution n'est pas respectée. Imaginez-vous que le groupe d'opposants s'est réuni, il refuse que le président de la République ne peut pas prendre l'initiative de réviser la constitution, alors que cela est prévu aux articles 218. Le président peut prendre l'initiative de réviser. Mais vous avez une opposition qui s'est réunie et qui décide, ils disent, Tshisekedi ne peut pas réviser la Constitution. Mais qui autre? S'il faut seulement suivre la logique de cette Constitution, il est le premier cité pour prendre l'initiative de la révision. C'est la preuve qu'eux-mêmes ne connaissent non seulement pas cette Constitution, ils ne la respectent pas, ils sont le premier à la violer parce qu'ils ne reconnaissent pas non plus que l'autre a droit à l'expression, droit à une réflexion. Ils nous refusent ce droit-là, qui est constitutionnel. Alors, madame, il faut changer cette constitution. Société civile, vous refusez le droit à la réflexion à l'UDPS aujourd'hui. Et cette réflexion sur cette matière qui est la constitution, comme le disait M. Innocent, c'est une matière d'intérêt public. Tous les Congolais sont concernés par cette question aujourd'hui. On se dit finalement, est-ce les juristes qui interprètent mal, les constitutionnalistes ou les politiques qui chacun interprète selon la période ou le moment où il se trouve au pouvoir, ou non? Merci beaucoup, Maman Arlette. Je suis très fier quand je retrouve Donald Kabassel sur ce plateau, parce que j'étais, pas moi, notre organisation était la toute première, après le discours du chef de l'État, à avoir décrypté les messages du président de la République. Et à ce moment-là, nous avions dit, nous avons lancé l'alerte et nous avions dit qu'il ne s'agit pas de la modification ni de la révision de la Constitution, il s'agit du changement. Nous étions les tout premiers à le dire. Au moment où on déployait les gens ici, nos révisions, tel article, j'aimerais bien relever cela et que l'opinion le sache. Deuxième élément que j'avais donné comme premier à Télé 50, c'était également les budgets faraminés qu'on prévoit pour ça. Je suis en train de tenter, avant d'entrer dans les fins fonds, qu'il n'y a pas, au-delà des ambitions politiques du changement de la Constitution, mais il y a cette question, nous sommes habitués au détournement des millions et des millions de dollars. Je crois qu'il y a ce qui pousse les chefs de l'État pour entrer dans cette option-là, dans cette philosophie, pour non seulement atteindre les objectifs politiques qui constituent le changement de la Constitution, mais faire également une frappe sur l'argent de la République. On va dépenser plus d'1,5 milliard de dollars. Nous étions, et moi j'étais le premier à le dire, aujourd'hui tous les politiciens s'en accaparent et ça devient un sujet sur ça. Donc, je continue à le dire. Troisième élément, madame. Je pense que depuis qu'on a parlé de ces réformes constitutionnelles, c'est comme ça que moi je préfère avoir un terme plus globalisant. On a comme l'impression qu'il y a une dichotomie dans la communication de nos amis, de nos compatriotes qui veulent le changement de la Constitution. Tantôt on était dans la révision, tantôt dans la modification. Et tous les chapelets des éléments qu'on a évoqués dans la modification, dans la révision, il y a eu d'autres intellectuels congolais, d'autres compatriotes qui les ont rencontrés et qui les ont balayés scientifiquement, politiquement, socialement et pratiquement. Parce qu'il y a aussi également la question pratique dans la gestion de la République, où on trouve un gouverneur, même s'il n'est pas de la famille politique du chef de l'État, mais lorsque le président de la République veut s'imposer sur lui, le gouverneur n'aura rien à dire. Quel est ce gouverneur aujourd'hui qui peut dire, heureusement que tous sont des lits de peste, mais s'il y avait un qui n'est pas des lits de peste, qui peut faire même un bras de fer au secrétaire général Kabouya pour ne pas parler du président de la République? Il n'y en a pas. Ça, c'est la pratique qui n'est pas parlée dans la Constitution. Et donc, vous remarquez que tous les chapelets des éléments qu'on a évoqués, on les a balayés. La question de la souveraineté, heureusement, Donald Singe, un brillant juriste, il vient lui-même de démontrer que ce n'est pas la souveraineté de 217 qu'il ne s'agit pas de céder des terres ou de ceci, cela. Il vient d'évoquer un élément important sur lequel aussi je vais asseoir mon argumentaire aujourd'hui, c'est effectivement la souveraineté du peuple congolais.
Il parle également de la démocratie, de la liberté d'expression. Et donc, il faut qu'on puisse comprendre également l'opposition et la société civile, qu'ils sont libres de s'exprimer au même titre que l'IDP sous la majorité, l'Union sacrée s'est exprimée. Et nous, on avait alerté. Fort heureusement que ça n'arrivera pas parce que nous sommes des grands esprits, nous qui sommes sur ce plateau. Cette question risque de diviser la nation que de la consolider. Parce que ceux qui sont pour les changements de la Constitution, ils vont voir ceux qui ne veulent pas les changements de la Constitution comme des gens qui veulent mettre les bâtons dans la politique de gestion du président de la République comme des anti-tshisekédistes, alors que nous tous, et surtout moi, nous sommes des légalistes, les présidents de la République, il faut les respecter, il faut les prendre comme issus comme tels. Ceux qui ne veulent pas les changements de la Constitution, ils vont considérer les gens de l'IDPS et tous les autres comme des traîtres qui veulent faire un coup d'État constitutionnel. Et je vous dis, que Dieu me pardonne que cela n'arrive pas, si effectivement on arrive à faire ce changement de la Constitution, il n'est pas impossible qu'il y ait un groupe de Congolais qui vont mijoter un plan de mise en accusation de ceux qui soutiennent les changements de la Constitution. Effectivement, je ne vais pas parler du président de la République parce que peut-être qu'on ne saura pas les mettre en accusation, mais on va considérer les autres comme des gens qui veulent briser les pactes nationaux, les pactes républicains. Je reviens sur la question de mon frère Donald Kabasele. Qu'est-ce qui interdit le président de la République de faire les changements de la Constitution? Ça se trouve dans la Constitution, Donald. Il s'agit de la prestation de son serment. Il a dit qu'il va respecter et défendre la Constitution. Quand vous défendez quelque chose, vous devez la préserver. C'est un français facile à comprendre. C'est-à-dire, quand vous devez vous approprier ça, vous devez la protéger. Mais, non, laisse-moi ne me perdre pas de sujet, madame. Je veux quand même comprendre. Quand dans le terme protéger, quand on peut protéger, en protégeant, on peut se rendre compte qu'il y a des imperfections. On peut retoucher quand même pour que ça... Non, on n'est plus dans cela. Les débats déjà révolus, okay. Nous étions les premiers. On n'est plus dans la modification. Si c'est la modification, j'avais dit sur ce plateau. Ah ok, on peut pas la modification dans la révision. On peut pas en même temps protéger quelqu'un et la changer à quelqu'un d'autre. Voilà, okay. Je pouvais aider les amis de l'IDPS, surtout avec Donald, pour leur donner des termes de communication qui pouvaient être passés, qui pouvaient être accessibles et qui pouvaient prendre même quelques esprits congolais pour adhérer au projet. S'il s'agissait de la modification. En termes même comme expert électoral, je pouvais dire à quel moment ça pouvait se faire et comment ça pouvait se faire. J'étais prêt gratuitement à donner mon expertise et les termes communicationnels qu'il fallait, pas des termes ambigus, pas des termes de menaces, pas des termes agressifs. Donc, quand on fait des menaces, on ne peut pas... Quels sont les termes de menaces que l'UDPS a utilisés? Vous voulez qu'on en parle sur ce plateau? Mais puisqu'on en parle là, puisqu'on en parle... c'est que vous suivez même dans les termes de dire, c'est là qui sont-ils? Donc il y a déjà ces qualificatifs, c'est déjà péjoratif. Qui sont-ils? Donc vous les prenez comme les ils, vous ne les prenez même pas. Donc vous comprenez déjà, il y a cela. Et donc j'étais en train de dire que ce qui est interdit, c'est le fait que le président de la République avait prêté serment de protéger et de défendre cette constitution. Quand vous voulez défendre quelque chose, vous n'allez pas les livrer en pâture. C'est-à-dire, on prend maintenant cette constitution-là, on met dans l'incinérateur, on prend la constitution que j'ai promis de défendre, je mets dans l'incinérateur, il faut oublier cela. Et alors, j'en reviens. Ça sera peut-être une question, et je préférerais même ne plus parler. Si mon frère Donald Kabasele, qui est un brillant juriste, au-delà d'être juriste, c'est un bon communicant, mais au-delà de ça, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est dans les secrets, dans les cerveaux de la politique de l'IDPS et de l'Union sacrée. Quel est l'acte que le président de la République a déjà pris sans se référer à la Constitution? Tous les visas des ordonnances, tous les visas des actes du chef de l'État tirent les soubassements dans la Constitution de la République. Quel est le seul acte que le président de la République a déjà pris qui ne tire pas les soubassements dans la Constitution? Dès qu'on fait le changement de la Constitution, avant de faire ce passage-là, il agira sur quelle base? Quelle sera la base juridique qui le permettra d'agir? Et donc, à ce moment-là, on crée un vide juridique, c'est-à-dire on va chambouler l'architecture de tout l'État congolais, toutes les institutions en place ne vont plus exister, et donc ça devient un coup d'État constitutionnel parce que, personnellement, j'aime bien apprendre, madame, je suis humble, je ne peux pas me prévoir là toutes les connaissances, mais qu'on me donne un seul acte du président de la République qui ne tire pas son visa de la Constitution. Monsieur Innocent. Alors, tous les risques qu'il va prendre, c'est-à-dire que lui-même à ce moment-là, il remet son pouvoir en cause. Et ceux qui veulent s'attaquer, c'est ce que nous ne voulons pas. Madame, nous sommes pour la stabilité des institutions de la République et nous voulons que la RDC puisse servir
des modèles démocratiques dans la région de l'Afrique centrale, où on va voir un président qui était là, Kabila est parti, on va voir prochainement sénateur à vie, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais dès qu'on coupe cela, on va donner la possibilité à ceux qui lorgnent ces postes, à ceux qui ne sont pas d'accord avec une autre manière, de pouvoir déclarer la vacance au niveau de la présidence de la République. Monsieur, et c'est ce que nous ne voulons pas. Et donc on va briser les fondamentaux de ce que nous avons déjà construit en termes de la stabilité des institutions, la consolidation de la démocratie, la poursuite effectivement de cette démocratie, mais aussi, madame, il y a cette culture démocratique qu'on doit préserver. Monsieur la Innocent, démocratie ne se limite pas on va revenir sur ça. Merci beaucoup. Monsieur Innocent, comment comprenez-vous cette situation alors que la question est encore au niveau de la réflexion? Mais par exemple, des alliés, et pas le moindre, de l'Union sacrée, qui nous disent mot jusqu'à présent. Nous parlons de l'UNC, nous parlons du MLC, nous parlons de l'AFDC, nous parlons même de ACO, Avenir du Congo. Je ne dirais pas Avenir du Congo, mais il y a la plateforme tout entière qui est patronnée par M. Samalou Kondé, qui jusqu'à présent, même à ce que l'opposition revendique, mais l'Union sacrée, il n'y a que lui qui s'exprime. Comment comprenez-vous ça? Ok, madame, avant d'arriver à votre question, j'avais une observation à faire du contexte analytique. Donc, le président de la République, il a parlé du changement de la Constitution. Il a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour annoncer. C'est son droit, le plus légitime. Quand on est constitutionnaliste, on ne peut pas discuter sur ça. Dans son temps, l'UDPS n'était pas au pouvoir. Elle avait une autre manière de contester l'illégitimité par rapport à la prise du pouvoir par certaines personnalités. Mais quand tu remarques dans les projets de société de l'UDPS, la question la plus fondamentale, il fallait nécessairement obtenir une constitution classique. Puisque dans la vision de la chose, il a fallu les caractères nationalistes engencent une démocratie traditionnaliste qu'on a appelée sur le plan anthropologique, le peuple, la convivialité du peuple, la conception anthropologique. Ça, c'est la première chose que je résume dans la philosophie politique d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Si la plupart pouvaient comprendre la vision de Tshisekedi sous l'aspect scientifique. Ça, j'ai tourné la page. Deuxième élément le plus fondamental, il y a toujours une procédure pour y accéder. Il n'est pas interdit au changement de la Constitution dès lors que la politique est une dynamique, qu'il s'agisse dans les contextes et dans sa façon d'améliorer les conditions de la stabilité des institutions de l'État. La Constitution parle également quand je n'en disconviens pas, je vais y arriver. Changement je ne peux pas entrer dans ces débats-là de décortiquer des articles insuffisamment avec des moyens rationnels. Jusqu'à preuve du contraire, le checking de cette Constitution n'a jamais été rendu officiel sous le contexte de ces termes de référence. Nous sommes entrés tous de balbutier sur les problématiques. Donc moi, en tant que juriste de mon État, d'abord je suis sur l'aspect prérogative du chef de l'État qui, dans son pouvoir discrétionnaire, il est au quotidien de la vie publique de l'État et il a compris les difficultés qu'il a et pour en faire une proposition. Vous comprenez? Donc il a dit je le changerai, je suis le chef de l'État, mais il tiendra compte de toutes les procédures y afférentes. Vous voyez un peu ça, nous avons le Parlement qui siégerait en congrès, nous avons lui-même qui doit procéder par un moyen sur lequel on doit réunir une constituante. Lorsqu'on trouve que les imperfections atteignent de 50% à 70%, ça devient un changement d'une constitution. Là, on retourne dans une constituante originelle. Il y a une représentativité de participation à cette élaboration. C'est l'équilibre consensuel qui serait mis sur pied, notamment en respectant strictement les responsabilités révolues par la loi ici des deux chambres du Parlement. Parce que nous sommes dans une période
pas d'un coup d'État. L'UDPS n'a jamais fait un coup d'État. L'UDPS n'a pas tué pour accéder au pouvoir. L'UDPS a attendu 37 ans pour obtenir une alternance pacifique, afin de mettre en place sa philosophie politique. Je peux faire cette analyse puisque personne n'ignore que l'UDPS a existé dans ces pays et il continue à exister. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quand tu me parles, tu sais que dit Félix, il est l'incarnat de l'Union sacrée. Tout le monde, toi tu crois que Tshisekedi peut parler sans consulter à ses pairs. Mais il est avec eux. Quand lui parle, personne ne peut parler. Mais quand les autres disent, par exemple, les autres qui? Les autres alliés de l'Union sacrée qui constituent l'Union sacrée, vous n'allez pas aujourd'hui... C'est ça la vitalité démocratique, pardon. C'est ça la vitalité démocratique. Permettez que je termine ma question. Oui. Vous n'allez pas aujourd'hui sous-estimer vos alliés qui ont fait de vous ce n'est pas par l'option. Qui ont donné un mandat à Félix Tshisekedi aujourd'hui, alors que vous êtes encore au sein de l'Union sacrée. Madame. Et le président de la République, c'est vrai qu'il est le garant. Permettez que je termine, monsieur Innocent. Oui. Le président de la République, c'est le garant des institutions de la République. Mais sur le plan politique, il y a ces commandants, dont les membres de l'Union sacrée, qui viennent des différentes plateformes politiques, et pas les moindres ici dans ce pays. Vous n'allez pas quand même aujourd'hui faire fi de leurs avis. Nous disons ceci, le chef de l'État a été candidat de l'Union sacrée et alliée. Ils l'ont élu, ils lui ont redonné la confiance. L'Union sacrée a une coordination qui se gère, dont à la tête c'est le président de la République. Il y a des concertations permanentes par rapport au dynamisme politique. Le président de la République converse avec ces politiques membres de la plateforme. Là, je n'en fais même pas un débat. Mais est-il qu'il y a la vitalité démocratique qui existe? La personne de Félix Tshisekedi, c'est une personne qui incarne l'esprit de la démocratie. Quand vous remarquez la façon dont il gère, il n'a qu'une seule arme, qui est la tolérance. Il a développé plus la tolérance, puisqu'il estime que même un adversaire peut parler vrai. Même un adversaire peut dire des choses que je peux ramasser. C'est-à-dire, quand on me dit la vérité, vous ne vaut pas assassinat. Donc, vous devrez comprendre sur cet aspect de la chose. Je retourne sur ce que tu es en train de dire. Moi, je vous conseille, vous les journalistes, avant actuellement de mettre la thématique du changement de la Constitution, parlez aussi de l'historique de la Constitution dans ces pays ici, au regard des conflits qui ont départagé l'opinion politique. Et regardez les raisons sur lesquelles nous avions eu une étape sur laquelle cette constitution a été façonnée, importée de la France pour l'amener à Saint-Cite. Dans son temps, moi j'y étais. Je savais même, on a fermé. Moustapha Agnès a fermé. Tambo Beki a pris même des policiers, on les a renfermés. On a feinté de faire croire que non, il y a l'intolérance entre eux-mêmes. Preuve en est que tu vas remarquer, les accords de Saint-Tite a été signé sous réserve par Étienne Tshisekedi et Moubake qui le représentait. On n'a jamais été signateur de l'accord de Saint-Tite. Vous voyez un peu ça. Tout ce qui nous fait participer dans les contextes aujourd'hui. Pardon. Vous avez signé sous réserve. Oui, on a signé sous réserve à Saint-City. Lisez l'histoire. Ici, c'est devenu l'histoire. Ce n'est pas à corriger. Quand vous envoyez un émissaire pour participer, non, attention, on n'a pas envoyé un émissaire. Et qu'il signe, vous dites que vous signez sous réserve. Oui, je me... Monsieur Innocent, non, je vais revenir vers vous. 2 minutes, on accorde également la parole. Vous aurez le temps de faire le deuxième tour de parole. 2 minutes même seulement. Pas 2 minutes. Tolérance, 2 minutes seulement. 2 minutes. Une minute, pardon. Une minute, je laisse. Vous allez parler. Je ne peux pas Monsieur Sambay. Dans un contexte assez compliqué aujourd'hui, je le disais, chacun interprète les textes à sa manière. La grande question aujourd'hui, est-ce que cette révision ou changement de la Constitution, ce n'est pas purement une histoire politique? Bon, la Constitution d'abord, c'est... La Constitution est politique. Non seulement politique, et qui dit politique dit subjective. Parce que les gens se réunissent et décident de définir la marche du pays. Et la Constitution, je peux la considérer comme étant le cerveau, et l'État comme un organe, comme un corps humain. Et le cerveau qui guide, ou le cerveau dans lequel sont reliés tous les systèmes du fonctionnement du corps. Le système nerveux, c'est le cerveau. Et ce qui guide l'action ou la gestion de l'État, c'est la Constitution. Alors, la question fondamentale qu'on se pose, c'est la révision ou le changement. Les débats actuellement tournent autour de la révision ou du changement. S'il s'agit seulement de la révision, nous ne serions pas là. Parce que l'opposition a déjà proposé la révision. Ça a commencé en 2019, déjà avec le parti... Nouvel élan d'Eli Sesanga,
proposé une trentaine d'articles qu'il fallait réviser. Monsieur Delis, c'est pas en vol? En vol et délit. Disons, en vol. Même Mouzit. Alors, Mouzit aussi. Mais en vol est sur le plateau ici. Oui, exactement. Monsieur Nicolas Lenga. Si je comprends bien, je parle sous le contrôle de M. Nicolas Lenga. Si c'est seulement de la révision constitutionnelle, nous ne serions pas là. Parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Si nous sommes là, c'est parce que c'est un nouveau concept qu'on insère, c'est le changement. Alors, parce qu'il s'agit de la révision, tous les articles de la Constitution sont révisables. L'article 220 a placé le verrou. Mais les verrous, sur quels articles? L'article 220 évoquait seulement les matières. Il y en a 6, forme républicaine de l'État, principe de suffrage universel, forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée, il y en a 6. Ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc si on parle de changement, c'est-à-dire on veut toucher les dispositions liées à ces articles. Notamment l'article 6 sur le pluralisme politique. Parce que moi, je me pose la question de savoir comment expliquer le fait que, logiquement parlant, l'UDPS et le PPRD ne coalisent pas. La social-démocratie. Ben voilà, le socialisme et la démocratie, normalement, ça devait être des partis se retrouvant dans une même famille politique. En tant que les partis ayant la même forme idéologie. Oui. Alors, l'article 6 de la Constitution parle de pluralisme politique. L'article 7 interdit les partis uniques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher ces constitutions. Parce qu'il y a les ténors de la révision ou du changement qui voudraient que nous ayons deux courants des partis politiques. Un grand courant, deuxième grand courant, et tous les autres partis politiques qui naîtront devraient se retrouver dans ces courants-là. Donc ça conduirait au changement. Un autre article, c'est l'article 70 sur les principes de suffrage universel. Il y en a 3 articles qu'on ne peut pas réviser. Article 70, 101 et 197. On ne peut pas réviser parce que là, on parle des principes de suffrage universel qui touchent 3 articles. C'est le suffrage universel pour les présidents, députés national et députés provincial. L'article 70 sur le nombre de durée des mandats. Et si nous parlons changement, c'est parce que c'est cet article qui est sur table. Et si nous avons crié, et Évariste Bochab a écrit en 2012, 440 pages, madame, entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Parce qu'on était tenté à toucher l'article 70. Et aujourd'hui, si l'opposition revient sur table pour refuser le changement de la Constitution, c'est parce qu'on ne veut pas toucher l'article 70. Sur la forme représentative du gouvernement, ça c'est l'article 90. On ne peut pas toucher cet article parce que toute la nation doit être représentée dans le gouvernement. Et enfin, la forme républicaine de l'État. Et là, ça touche beaucoup d'articles. La RDC, c'est une république, ça ne peut jamais devenir une monarchie. Parce que la science politique l'ancienne, la philosophie politique l'ancienne, la forme de l'État, nous avons deux formes. Soit on est une monarchie, soit on est une république. Alors que quand on est une république, il y a des variantes. On est une république comme un État unitaire, centralisé ou décentralisé. Nous sommes un État. Quand même, ce n'est pas clairement libellé dans la Constitution, mais par la forme, comme on voit, c'est unitaire, décentralisé. On ne peut pas changer cela. Si on veut le régionalisme, c'est-à-dire, il faut changer des constitutions. Parce que ce sont des articles verrouillés. Enfin, et c'est là où se trouve le problème. L'indépendance du pouvoir judiciaire. L'article 151 dit que le pouvoir judiciaire ne peut pas recevoir des injonctions, alors que ce qu'on voit actuellement, il y a une féodation du pouvoir judiciaire par les pouvoirs exécutifs. Déjà avec les états généraux de la justice, où l'on propose la suppression du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous connaissez les implications? Ça va impliquer la modification de beaucoup d'articles. Et lorsqu'on propose à ce que le ministre de la Justice intègre les conseils supérieurs de la magistrature, mais il est l'exécutif, il veut faire quoi dans le pouvoir judiciaire? Et aussi, cette constitution prévoit que la justice, les arrêts soient rendus au nom du président de la République. Alors que l'article 64 prévoit la destitution du président de la République. Je me demande, lorsque ça arrivera, la justice sera rendue au nom de qui? Toujours au nom du président de la République pour destituer le président de la République par une décision de la Cour constitutionnelle. Voilà un peu, j'ai fait un raccordement non fraudulé pour passer à des dispositions qui pourraient conduire, par exemple, au changement. Mais la question reste à se poser. Révision, oui, on peut réviser. Si on prend seulement la proposition de l'envol, on tait les débats. Mais si on est là, c'est parce qu'il s'agit de l'article 70. Est-ce qu'on doit changer des constitutions pour que l'IDPS, disons,
Le régime actuel reste encore au pouvoir parce qu'on toucherait l'article 70. Mais le président de la République a dit... et ça appartient au peuple. Comme Joseph Kabila, il ne va pas changer... Il ne va pas changer les conditions, exactement. Pour finir, il ne va pas changer les conditions. Il n'est pas là pour s'éterniser. Non, il ne va pas changer le mandat. Pour terminer, madame, lorsqu'on parle de changement, révision, nous disons qu'il est évoqué que le changement n'est pas prévu par la Constitution. Ok. Même si l'article 5 est évoqué, voilà, vous voyez, il y a des interprétations, chacun donne son interprétation. C'est ça aussi la difficulté que nous avons avec la science juridique. Parce qu'à un certain moment, il y a des interprétations qui sont d'ordre purement subjectif par rapport à l'angle dans lequel la personne voit. Alors, s'il est impossible de changer de constitution, et que nous sommes dans une situation qui nous oblige, qui nous conduit à changer de constitution, que faut-il faire? On doit rester seulement dans les prescrits de la constitution pour ne pas changer, ou on doit s'ouvrir à une approche scientifique de la découverte scientifique, parce que vous savez très bien que non, l'intelligence artificielle en tant que scientifique n'a jamais existé. Quelle est cette situation aujourd'hui qui nous permet de penser au changement de la constitution? Je conclue en disant ceci. Actuellement, il n'y a aucune opportunité ni pour la révision, ni pour le changement. Je m'explique. Juridiquement parlant, nous ne pouvons pas évoquer la révision de la Constitution parce qu'on doit respecter l'article 219, état de siège. Pour l'instant, on ne peut pas parler. Scientifiquement parlant, on ne peut même pas évoquer les changements de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'implications. Madame, nous allons détruire, nous allons casser disons, les fondements même de la nation. Parce que l'implication, c'est quoi? Toutes les lois organiques doivent être abrogées. Vous le savez? Alors, quand est-ce qu'on devra encore écrire d'autres lois organiques? Premièrement. Deuxièmement, quand on change de constitution, certainement il y aura des dispositions transitoires. Certainement, comme dans cette constitution, comme dans toutes les lois qui existent, il y a des dispositions transitoires qu'on doit respecter. Mais quand est-ce qu'on prendra le temps pour réformer encore l'administration publique par des nouvelles lois? Et aussi, ce qui démontre l'inopportunité de changer pour le moment, scientifiquement parlant, j'ai fait appel à l'anthropologie, à la psychologie, à la sociologie, à la philosophie, pour dire ceci. Ne minimisons pas le mental, la mentalité. Les changements de la constitution impliqueraient le référendum. Le référendum, M. Mouchagalouchela, n'est pas les élections. Élections, l'État existait déjà. Si un territoire sous occupation n'a pas voté, il n'y a pas de problème. Mais si un territoire sous occupation est parti pour le référendum, mais les rebelles peuvent profiter. Les changements représentent un danger permanent actuellement. Il faut remplir des préalables. Préalables pour changer les constitutions, la première des choses, il faut pacifier d'abord le pays. C'est ce qu'avait fait Joseph Kabila en 2003. Pacifions d'abord le pays. Tout le monde venait. L'État retrouve son intégrité. Ce qui permet à ce que tout le monde participe à la rédaction de la constitution et signe. On déclare la paix. Mais c'est une carte impossible parce que déjà, le président de la République a dit qu'il ne va pas négocier avec les rebelles, donc c'est un peu plus compliqué. S'il ne va pas négocier, qu'il lise de la force et de l'autorité de l'État pour mettre les rebelles au rétat. Monsieur Linga, bienvenue à vous. Merci, madame. Vous avez initié la question de la révision de la Constitution. Aujourd'hui, vous êtes parmi les premières personnes, aujourd'hui, le premier parti qui revient avec le sursaut national pour dire non. Non à quoi? À la révision que vous avez proposée ou non à une simulation, manipulation politique? Merci madame de l'invitation, je m'excuse du retard. Vous connaissez tous l'état des bouchons à travers la ville. On en a parlé aussi au début de l'émission. J'en suis victime aujourd'hui à un niveau particulier. Je suis heureux que les co-débatteurs, que je salue d'ailleurs, en sont arrivés au niveau où la révision, oui, elle est constitutionnelle. Il faudrait maintenant diagnostiquer de l'opportunité. Le changement est une mission impossible. Impossible pour plusieurs raisons qui ont été évoquées ici en des termes particuliers de chacun. Il faudrait que l'on se pose la question. Lorsque nous consultons l'histoire constitutionnelle de ce pays, quand est-ce que nous avions eu des changements et quelles sont les réalités politiques qui ont entouré ces changements? J'ai dit changement et non révision. Le premier changement, c'est en 1964 avec la constitution de Loulo-Abo. C'était tout à fait normal, un ordre politique venait de changer, on était indépendant. En 1967, avec la constitution dite des révolutionnaires,
C'est tout à fait normal, un ordre politique avait changé, Mobutu avait fait son coup d'État. En 1990, à la conférence nationale souveraine, c'est tout à fait normal, l'ordre politique avait changé, on était entré dans une démocratie. Malheureusement pour la nation, Mobutu avait fait son coup de théâtre, il a su maintenir le pays dans une transition jusqu'en 1997. Laurent Désiré Kabila entre en scène, il chante Mobutu, il instaure son ordre politique et il amène sa constitution des 4 dispositions. Malheureusement pour lui, il a été fauché. Est-ce que je peux parler? Non, je te complète. Non, j'en ai pas besoin. Laissez-moi parler. Il est dans son temps de parole. Okay. En 1997, Laurent Désiré Kabila arrive, il chante Mobutu, il établit son ordre politique avec sa constitution. Il est vite fauché, lui aussi. Et donc nous entrons dans une série des luttes armées, etc. Vous connaissez l'histoire, qui nous plonge dans une longue transition, qui aboutit en 2003 d'abord, avec une constitution de transition, et ensuite en 2005, avec la constitution qui a été mise en place, issue du consensus national, passée au référendum et promulguée en 2006. Là, nous revenions à l'ordre politique, démocratique et institutionnel. Donc, lorsque nous examinons l'histoire constitutionnelle du pays, ça nous enseigne qu'à chaque fois qu'il y a changement de constitution, il y a instauration d'un nouvel ordre politique. La question, quel est l'ordre politique que M. Félix Tshisekedi veut imposer aux Congolais? Il se dit démocrate. J'ai même entendu autour de la table qu'il serait tolérant. Lui qui dit, personne ne va m'interdire de faire ce que je veux faire. Si c'est ça l'expression de la tolérance, alors je pense que la roue se retourne dans sa tombe. Et donc, on devrait nous dire quel est l'ordre politique que M. Félix Tshisekedi veut imposer aux Congolais. Si ce n'est que la démocratie, nous y sommes, nous y travaillons. Il faut affûter les armes, aiguiser nos épées pour mieux faire vivre cette démocratie. Et non changer de constitution pour faire un coup d'État constitutionnel. Il a fait une sorte de rétropédalage lorsqu'il a parlé au député du Haut-Katanga pour dire, il n'a jamais dit qu'il voulait changer de constitution parce que c'est ce qui permettrait qu'il fasse bien le travail. Il lui-même retombe dans ce que l'on pourrait, je dis bien ce que l'on pourrait nommer comme turpitude, en disant que le changement qu'il veut opérer, c'est pour accélérer ce qu'il est déjà en train de faire. Bon, ce n'est pas un scoop, tout le monde sait que ça fait 6 ans que rien n'est en train d'être fait. La misère des Congolais, c'est la même misère. L'insécurité, c'est la même insécurité. Le chômage, c'est le même chômage. Bref, pendant 6 ans, M. Félix Tshisekedi n'a rien fait. Et il veut changer de constitution pour accélérer ce qu'il ne fait pas. Nous disons, la révision, elle est constitutionnelle. Le changement ne l'est pas. Et qu'il ne se cache pas derrière une communication ambiguë pour dire je ne sais pas si je vais réviser ou changer, mais je mettrai en place une commission. C'est une violation de la Constitution. Qui lui donne le droit de mettre une commission en place? Monsieur Tshisekedi est un Congolais. Étant Congolais, il est soumis à la Constitution. D'ailleurs, c'est lui le seul qui a prêté serment sur la Constitution. Il a juré devant Dieu et les hommes de la respecter et de la protéger. De la défendre. Il ne peut pas, lui, s'arroger des droits qu'il n'a pas. Qui lui a dit qu'il avait le droit, lui, de mettre en place une commission? Ce n'est pas constitutionnel. Les commissions sont mises en place que pour changer la Constitution. En 1964, M. Kasavubu a nommé M. Iléo Songwamba comme président de la commission. En 1967, M. Mobutu a nommé Marcel Liaou, accompagné de Étienne Tshisekedi, justement, qui a introduit dans cette constitution l'article 69 qui correspond à l'article 217 de cette constitution en vigueur. Et donc, on ne peut pas nous dire n'importe quoi, on ne peut pas insulter l'intelligence des Congolais. Okay. Et donc, en un mot comme en mille, le message que j'adresse au président de la République,
c'est de lui dire qu'en 2028, il dépose le tablier, il rejoint M. Kabila dans le musée des anciens présidents et la vie va continuer, ce ne sera qu'une justice. La révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, mais il n'y a pas opportunité, ni opportunité de fond, ni opportunité de forme. De fond parce qu'il y a des vrais problèmes qui touchent la nation, qui méritent de s'y pencher, et de forme parce que l'article 219 nous interdit un quelconque mouvement sur la Constitution sous l'état de siège. Je vais finir en 2 secondes. Oui. Et M. Félix Tshisekedi avait donné sa parole. J'espère que cette fois-ci, il la tiendra en disant que l'état de siège ne sera levé que lorsque la paix sera recouvrée de façon définitive à l'est du pays. Donc lever l'état de siège aujourd'hui pour le besoin de la cause sortirait à nu son intention de faire un 3e mandat et le peuple l'en empêchera. Nous allons, la réalisation, permettez-moi, je vous le demande, permettez-moi, nous allons placer 1 minute à chacun de nous, 1 minute s'il vous plaît, de façon à faire ce tour de table et conclure. Monsieur Cabastellon, comment ça va? D'abord, je ne sais pas si notre frère, comment il s'appelle? Monsieur Nicolas Lenga du parti Monsieur Nicolas soutient que des rebelles peuvent s'asseoir autour d'une table, rédiger une constitution, changer, mettre un ordre politique. Parce qu'à l'époque, Délice Sanga, rebelle de son État, était autour d'une table à Sun City. Ça, c'était possible. Ces rebelles-là pouvaient changer des constitutions. Mais un président légitimement élu, lui, ne peut pas initier une révision constitutionnelle. Et ça, c'était l'anarchie. Et donc, M. Nicolas doit le savoir. Peut-être c'est l'histoire qui leur manque. Le décret loi constitutionnelle du 27 mai 1997 n'avait pas 4 dispositions. Ces décrets en avaient 15. Et c'est même dans ces décrets-là que monsieur devrait se rendre compte qu'une constitution dans une république, on peut la changer. On la change quand on trouve que les circonstances qui entourent la vie politique du pays ne le permettent pas et qu'il fallait basculer. D'ailleurs, j'informe à M. Nicolas que le changement, si le peuple est d'accord, il va se faire. Monsieur, et ce n'est pas 20 personnes réunies autour de Délice Sanga qui vont empêcher à un président légitimement élu de ne pas le faire. Ça doit être retenu comme tel. Okay. Bon, les conseils que je voulais donner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'épuiser dans sa sagesse et de ne pas écouter ceux qui sont en train de vouloir l'induire en erreur. D'autant plus que quand on prend le nombre de suffrages qu'il a obtenu lors des élections passées, il a obtenu 17 800 quelque chose de voix. Or, les référendums exigent plus de taux de participation. Et donc, si on peut déjà comprendre que les 17 millions sont acquis à la volonté du président de la République, il faut considérer les restes là que ce n'est pas un acquis. Et je pense que ça risquera de poser un problème. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je crois quand même au niveau de l'Union sacrée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Certainement qu'il faut saluer le courage de Maître Donald Kabasele et quelqu'un... Jusqu'à présent, l'idée est toujours portée par l'UDPS. Oui, l'idée portée par l'UDPS. Et je pense que le secrétaire général Kabouya de l'UDPS... L'UDPS a signé le document, Monsieur Innocent. L'UDPS a signé ce communiqué officiellement. À l'époque, il faudrait être honnête pour la reconnaître aujourd'hui que ce monsieur... Justement, ça c'est... À l'époque, on avait l'habitude de laisser les autres terminer les conclusions, sinon je vais prendre aussi dans vos mots. Je pense qu'il faut saluer le courage d'Augustin Kabouya qui se bat seul contre tous. Je l'ai sous-estimé beaucoup, mais j'en profite pour lui transmettre des salutations. Mais il se bat pour quelle cause? Malheureusement, il ne faudrait pas qu'on puisse croire que quand on a l'impérium du pouvoir, que c'est un acquis définitif, parce que le pouvoir, qu'on le veuille ou pas, ça finira un jour. Et il faut que ça puisse finir dans la beauté et dans la bonté. Si on croit qu'on peut défier les gens, si on croit qu'on peut imposer sa volonté contre la volonté de plusieurs autres personnes, à ce moment, on est en train d'induire le président de la République en erreur. Et je pense que ce qui serait bien, c'était que l'IDPS puisse préparer un dauphin et qu'on ne puisse pas croire qu'on va modifier cet article-là pour donner un deuxième et troisième mandat. Monsieur Innocent. Qui vous a dit tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Pardon. Olivier a été clair dans ce qu'il a donné un argumentaire. Non, peut-être Olivier. Peut-être Olivier a ressorti le caractère scientifique de ses arguments sur la Constitution. Mais il y a un point qu'il faut mettre en tête, monsieur
Olivier, M. Dona, il y a ce qu'on appelle la constituante originelle et la constituante dérivée. Tout texte est révisable, que personne ne vous trompe, même celui des États-Unis. Pour donner, attends, laisse-moi que je parle. Elle est changeable même. Que personne ne vous trompe. Il y a ce qu'on appelle les sources du droit. C'est à partir de là qu'on trouve la procédure pour y arriver. Touche pas ma constitution. Non, ça ce sont des spéculations. J'aimerais dire ceci, restons dans le contexte scientifique. Une analyse vraie. Nous sommes ici, la thématique que Télé 50 nous a appelé changement de la Constitution. Il n'y a pas un problème de mandat, de changement de mandat. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi révise la Constitution ou bien la change, ça ne nous retire pas le droit d'être Congolais, de père et de mère dont on connaît ses parents sur l'avenir, sur l'immédiat. Hein? Non, soyez posé. Une minute, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer dans l'opinion. Non, moi, laisse-moi d'abord parler. Faire le changement de la Constitution. Est-ce qu'il aura déjà Est-ce qu'il aura déjà achevé son deuxième mandat? Il va faire le changement. J'ai dit ici le premier mandat à 5 ans, les deuxième mandat à 5 ans. On n'a pas droit à 2 mandats. Monsieur Samba. Non, il me rattrape pourquoi, pardon. Je dis ceci. Ici, nous ne sommes pas venus parler du troisième mandat ou bien des mandats. On parle de la constitution de la République. Pardon, Félix ne constitue pas le peuple congolais. Non, laissez-moi chiter. Laisse-moi chiter. Nous disons ceci. Je chite par celui-ci. En décortiquant l'historique des constitutions, vous les avez pris superficiellement. Vous comprenez? Oui. Denis Sessanga faisait partie d'un consensus des criminels qui se sont partagés le pouvoir dans ce pays. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose qui ne coule pas le sang. Nous voulons recueillir l'intellectualité de la nation congolaise. Donc nous allons nous pencher sur une procédure tout à fait établie en matière doctrinaire et en matière scientifique. Donc ici, la possibilité de la constitution contre Vazé-Maré existe bel et bien. Allez nous contredire sur les cités universitaires. Il y a des professeurs de droit constitutionnel qui nous les ont appris. Alors, c'est ça. Il ne faut pas venir intimider les gens ici. Quand on a été belligérant, on a tué les gens. Là, cette fois-là, on est Congolais, on est républicain. Ici, il y a des élections aujourd'hui qui commencent après avoir tué. Aussi le fait que Félix a tout fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, de leur crime demain. C'est pourquoi nous voulons les changer. Permettez aux téléspectateurs de nous comprendre. C'est une émission très civilisée. C'est des criminels. S'il vous plaît, monsieur. Crime contre l'humanité. On va permettre aux téléspectateurs de conclure. Qu'il n'y a pas de prescription à ces termes-là. Voilà. Il faut qu'on se calme. Le débat n'est pas dans. Non, Olivier, mais dans la passion. Le débat est intellectuel. C'est démocratique. Quand il y a passion, il faut dépassionner. Non, il y a la passion contre la passion. Quand il y a passion, il faut dépassionner pour qu'on atterrisse en douceur. Les grands esprits débattent des idées. Non, voilà. Il faut qu'on débatte des idées. Ce qu'il faut dire en un mot, révision ou changement, tout est possible. Tenons compte de l'opportunité. Pour l'instant, il n'y a aucune opportunité pour la révision et aucune opportunité pour le changement. C'est votre point de vue. Non. Scientifiquement parlant, Olivier continue. Non, exactement. Il n'y a aucune opportunité. Apparemment, l'UDP, c'est comme une chorale là. Il n'y a aucune opportunité pour la révision et pour la constitution. Ce qui est très simple. Pour la révision, c'est l'article 219. On est dans un bonus qu'on nous a accordé. Pour la révision, c'est l'article 219. Quand je dis il n'y a aucune opportunité, ce n'est pas mon avis. C'est scientifique. On ne peut pas réviser parce que nous sommes sous l'état de siège. C'est clair. Monsieur Nicolas. Voilà. Je vais rester tout à fait élégant et sérieux. Je ne vais pas entrer dans les pics parce que de toute façon, il me reste 1 minute. Le changement de la Constitution amène comme principale conséquence la virginité électorale à M. Félix Tshisekedi. Dès que l'on change de Constitution, il aura le droit de briguer un 3e mandat. Et c'est ça son plan. Nous disons non, le peuple dit non, et il va trouver ce peuple devant lui. Puisqu'il a la prétention de dire, puisqu'il a la prétention de dire que c'est très mal poli d'interrompre comme ça. S'il vous plaît, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Vous avez parlé au nom du peuple. S'il vous plaît. Ils n'ont pas le contrôle. Ils n'ont pas le contrôle de plus que nous, lui, le peuple. Ils n'ont pas été capables, madame. Et c'est ça le comportement du peuple. L'intolérance. Le mandat a été
téléspectateurs, c'en est fini de cette émission. On se retrouve très prochainement.